Bonjour à tous et aux fidèles de la chaîne. Nous venons d'équiper l'ADL de Starlink et de quelques antennes dont nous avions besoin. À l'instar de ma réalisation sur mon précédent bateau, Sherkan, j'ai réalisé un matereau support pour ces dernières. Voici en images leur réalisation. Voilà, nous avons reçu notre Starlink. Alors le Starlink en ce moment fait couler beaucoup d'encre. On en parle beaucoup sur les vidéos, dans les journaux spécialisés, etc. C'est des liaisons par satellite avec un débit maintenant largement honorable. Voilà, alors donc je vais équiper l'ADL de Starlink. J'ai choisi la version itinérante, comme tout le monde, la version marine étant quand même un peu cher. Bon, j'ai pas encore fait l'étude, je sais pas comment je vais l'installer à bord. Je vous présente simplement le matériel pour l'instant. Voilà, donc Starlink est livré dans ce carton avec son pied, l'antenne, un câble d'une vingtaine ou 25 mètres à peu près de longueur. Son routeur et son alimentation. Bon, il y a un outil, etc., etc. Bon, le matériel est simple, hein. Donc le câble se branche dans l'antenne, l'antenne arrive au routeur et là on a un câble d'alimentation à 220 volts. Bon, je vais étudier un petit peu tout ça, comment l'installer à bord, comment installer l'antenne. J'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup suppriment le pied motorisé, en font une antenne un peu plate, etc., etc. Le passage aussi en 12 volts pour consommer un peu moins plutôt qu'en 220. Tout ça, je vais y réfléchir et je verrai ce que je vais faire. Voilà pour la présentation du matériel. Nous voilà donc dans le vif du sujet. Sujet déjà traité par moult vidéos que vous avez certainement vues et revues, comme moi. Je me suis beaucoup inspiré de celle du catamaran Javerne, qui reste pour moi la référence. Mais aussi par d'autres aspects de la transformation, par celle de nombreux Américains du monde du camping-car. A l'origine, cette version nomade est conçue pour une itinérance terrestre. Elle n'est pas étanche, son coefficient est IP54. Il existe une version marine plus chère avec un abonnement en conséquence. Nous, plaisanciers, nous ne faisons que l'adapter au milieu marin. Elle est motorisée. Montée sur un petit mât, elle s'oriente à la recherche de la meilleure réception satellitaire. En bateau, cela crée une prise au vent et elle est peu discrète. En vieillissant, sa motorisation peut en souffrir du fait de son IP54. C'est pourquoi nous sommes nombreux à la démonter et à la rendre la plus plate possible. Son rendement étant que très peu affecté et largement suffisant à nos besoins de transmission. D'autres modifications électroniques seront certainement envisagées afin de diminuer la consommation du routeur en passant son alimentation de 220 à 12 volts. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'antenne elle-même. L'opération débute par le traçage de la découpe qui se fait à 26 mm de hauteur. Pour cela, je taille une cale de bois de la bonne hauteur en comptant l'épaisseur du crayon. En s'appuyant sur une surface plane et l'antenne bien posée d'aplat, on fait glisser l'ensemble cale-crayon tout autour de l'antenne. Cette marque servira de guide à la découpe.
Découpe que je réalise à la scie vibrante, calée avec des serre-joints à la bonne hauteur de coupe. Le reste de l'opération consiste à faire glisser lentement l'antenne en plusieurs passes tout autour de la pièce. L'opération est assez délicate, il faut prendre son temps. Normalement, croisons les doigts, la découpe est nettement au-dessus des composants électroniques fragiles. Il va de soi qu'à partir de ce moment, toute garantie sur le produit est à oublier. La modification vaut ici le coup, car nous avons bénéficié de la dernière offre de Starlink de la société SpaceX à un peu plus de 200 € avec abonnement mensuel de 59 € et la possibilité de suspendre ce dernier en cas de non-utilisation. L'opération ouvre-boîte peut commencer. Délicatement, on sépare l'antenne de sa partie motorisation sans oublier de déconnecter les câbles électriques. Ils sont au nombre de 2. L'un sert au moteur, l'autre, celui que nous devons conserver, ici en blanc, va au routeur. La décapitation terminée, on élimine les résidus de plastique de la découpe et l'on passe à la phase de ponçage-égalisation de la découpe. C'est sur ce bord que viendra se coller le futur fond de l'antenne. Afin d'éviter de refaire la connectique, il faut récupérer sur la partie motorisation le câble blanc de liaison antenne-routeur. La méthode consiste à déclipser de ce support le fil et ses connecteurs. Une fois récupéré, ce dernier nous servira de raccord au câble de 25 mètres. Une de ces extrémités, équipée du connecteur que nous avons débranché, sera remis à sa place et l'autre, équipée du connecteur mâle, se branchera à la partie câble de liaison du routeur, lui-même équipé du connecteur femelle. Ça c'est le câble qu'on a récupéré. Je tenais à souligner un point. À l'écran, je vous montre de minuscules trous. Ce sont des orifices de ventilation. C'est la cause de la classification IP54. L'antenne perd son étanchéité totale. Mais ils servent à quelque chose. En nomade terrestre, l'antenne peut être utilisée à différentes altitudes. Ils permettent donc la pressurisation ou la dépressurisation ainsi qu'une aération afin d'éviter la condensation. En utilisation marine, l'altitude est toujours la même. On pourrait donc s'en passer et la rendre IP67 étanche. Certains font ce choix en insérant des sachets de déshumidification. Pour ma part, je vais refaire quelques trous judicieusement placés afin d'éviter la pressurisation de l'antenne en plein soleil en été sous les tropiques. Chacun sait que l'air en se chauffant augmente de volume. Voir nos annexes ou nos pare-battages en hiver et en été. Je pense peut-être à tort que les différences de pression à la longue pourraient mettre à mal le collage de la partie supérieure plate avec le reste de la coque et mettre définitivement fin à l'étanchéité et au fonctionnement de l'ensemble. Ainsi réduite, l'antenne a perdu une partie de sa coque, donc de sa rigidité. Afin de rétablir une certaine tenue de l'ensemble, je confectionne une pièce centrale qui sera collée à l'époxy. Pour solidifier ce collage, qui s'effectue sur une partie assez étroite, je pratique plusieurs coups de 1 mm. Ces derniers permettront à la colle, en y pénétrant, une meilleure tenue des pièces. C'est à la Dremel que j'usine sur le côté de l'antenne un orifice qui va permettre au fil de passer. Il sera étanchéifié au collage. L'étape suivante est assez délicate. On va refermer définitivement l'antenne. Un fond en contreplaqué marine de 10 mm a été découpé suivant le gabarit de la découpe précédente. Il va servir de couvercle assurant l'étanchéité, mais aussi de surface de fixation. Pour cela, j'étale sur les deux parties un large cordon de Sikaflex 291i. C'est lui, en s'écrasant et en débordant, qui va assembler les deux parties. Pendant le séchage, des poids assureront la pression.
Après séchage, un gros travail de mise en forme au rabot et au ponçoir va permettre aux deux parties de se confondre pour en former plus qu'une. Le fond en contreplaqué va être saturé à l'époxy et apprêté. Une peinture de finition blanche assurera l'aspect définitif de la pièce, qui est maintenant prête à être fixée sur le roof de l'ADL. Je précise qu'à chaque étape, nous faisons un essai de connexion de Starlink complet afin de vérifier que ce dernier fonctionne toujours. Ici à l'image, je perce quelques trous d'aération de 1 mm comme prévu précédemment. Nous arrivons maintenant à la phase installation. Le choix de l'emplacement de l'antenne a été fait ultérieurement après des essais de qualité de transmission, mais aussi au regard de quelques contraintes mécaniques. Il se situe sur le roof, derrière un bossage de ce dernier. Après avoir tracé le contour de la pièce, je dépolis les deux surfaces de contact afin d'assurer à la colle un bon grip. Je perce un trou au diamètre du fil pour son passage. Pour cela, je découpe l'extrémité du câble car il est équipé d'un connecteur beaucoup trop volumineux. Une gaine snake de protection est glissée sur le fil afin de le protéger dans sa partie extérieure. Le câble sera passé en totalité par le trou et rejoindra la coque tribord par la fosse épontille où cheminent déjà les fils des panneaux solaires du roof. La fixation de l'antenne est faite entièrement par collage. Les deux parties, celle du roof et la base de l'antenne, sont enduites de colle. On positionne ensuite l'antenne en appliquant afin d'écraser la colle. Le superflu servira de congé. L'ensemble sera maintenu en place par des poids. Le passage du fil sera étanchéifié au Sika. Le lendemain, après séchage, l'antenne est définitivement en place, solidement fixée au roof. La suite du travail se situe à l'intérieur. Après avoir passé le câble d'antenne en gaine annelée et fait cheminer l'ensemble jusqu'à l'emplacement du routeur, on commence le raccordement électrique du câble afin de remettre en service le connecteur précédemment coupé. Le câble est constitué de 4 paires de fils, soit 8 fils, écrantés avec fil de masse. Chaque fil sera soudé et isolé avec gaine thermo. L'écran et le fil de masse reconstitués. Le tout sera maintenu dans un manchon en thermo-rétractable. Voilà l'installation terminée. Une fois les branchements réalisés, un essai de la liaison est effectué. L'emplacement du routeur est sur le bureau de la coque propriétaire avec un rayonnement Wi-Fi total jusque dans le cockpit. Pour l'instant, Starlink est alimenté en 220 volts à travers le convertisseur 3 kW du bord. La consommation de l'ensemble se situe entre 50 et 75 watts en 220 volts. Après mesure, cela nous donne un courant continu de 4 à 6 ampères en 12 volts. Pour ma part, c'est un peu conséquent. Cela correspond environ à un 3e frigo. Aussi, j'envisage par la suite d'alimenter le tout directement en 12 volts. La conso serait alors ramenée aux environs de 2,5 ampères. Je ne manquerai pas de vous faire part de la modification. Pour l'instant, je teste l'équipement cet été. À noter que l'on peut couper ce dernier et le brancher qu'en cas de besoin. La réalisation qui suit est le fruit d'une réflexion sur la nécessité de regrouper sur un même mât les différentes antennes dont j'avais besoin, ainsi que le futur feu de poupe. À l'instar de la réalisation d'il y a quelques années sur mon ancien bateau, j'ai réalisé un petit mât avec un tube de planche à voile. Solide et léger, il est idéal à l'adaptation que je voulais réaliser. Voici la réalisation pas à pas de cet espar. Je commence par la pièce du pied de mât. C'est en partie elle qui va maintenir le mât en place. Elle est constituée de plusieurs éléments collés entre eux à l'époxy et ajustés au bon diamètre.
C'est du contreplaqué marine multicouche de bonne qualité que j'ai récupéré au fil des ans sur mes anciens bateaux. On calcule, on trace, on scie, on ponce, on ajuste, jusqu'au résultat final. La deuxième pièce est aussi structurelle. C'est elle qui va fixer le mâtereau avec des colliers inox sur les tubes du bastingage. Toujours réalisée en contreplaqué marine, elle est découpée et mise en forme suivant certaines cotes prises au préalable sur le bateau. Un essai à blanc est répété plusieurs fois pour arriver à un ajustage ad hoc. Souvent pour le collage, il faut préparer les pièces. Ici, l'assemblage du pied de mât nécessite des épingles plantées au pourtour de la pièce pour maintenir cette dernière au moment du serrage. Elle a tendance à glisser sur la colle. J'utilise de la colle époxy bicomposant, bien mélangée et appliquée sur les deux surfaces à encoller. Pour le séchage, un poids ou des serre-joints sont utilisés suivant le cas. On continue avec la réalisation du support de feu de poupe à mi-hauteur et avec le plateau support antenne en tête de mât. Ce dernier, plus complexe, est formé de plusieurs pièces ajustées et réunies entre elles. Une embase qui va recevoir le mât en partie haute, une plateforme support des antennes et des nervures de soutien et de rigidification ajourées, au nombre de 3. Toutes ces pièces sont en phase de séchage pendant plusieurs heures. Vient ensuite la fastidieuse étape de masticage et de façonnage afin de réaliser des congés qui donneront un aspect final uniforme aux pièces lors de la peinture. Ici le collage à l'époxy de la pièce support du feu. Toutes les pièces sont ensuite collées sur le mât. Un montage à blanc sur le bateau est réalisé afin de valider la bonne tenue de la réalisation. On réalise ici les perçages des vis de fixation du montage final. Le pied de mât est le seul à être collé in situ pour être en parfait alignement avec le reste de la structure. De retour à l'atelier, on passe à la finition. Je prépare de la résine époxy, 3 volumes de résine pour 1 volume de durcisseur, bien mélanger et laisser reposer pour dissipation des bulles. Cette préparation est ensuite appliquée sur tout ce qui est en bois pour saturer ce dernier, le rendre étanche et assurer un bon vieillissement. Là, je sature le contreplaqué avec de la résine époxy pour complètement l'étanchéifier. Ça c'est le contreplaqué d'acajou. C'est en bois, c'est très dur. À mon avis, il n'y aura pas besoin de 2 couches. C'est du bon contreplaqué ça. Maintenant ils font plus que de l'oukoumé, c'est moins bon. C'est là où il faut passer à rater au ponçage. Là on peut plus rattraper. Hein.
Phase de finition, la mise en peinture est délicate. Outre les 2 couches d'époxy, le matereux recevra 2 couches d'apprêt et 2 couches de peinture polyuréthane monocomposant. Chaque couche sera poncée à l'abrasif fin à l'eau, sauf bien entendu la dernière qui donnera son aspect brillant à l'ensemble. Le travail en atelier tire à sa fin. Après séchage complet de la peinture, on passe au montage des antennes. Passage des câbles à l'intérieur du mât. Fixation des antennes. Réalisation des connexions avec soudure ou connecteur. La protection des câbles par endroits est réalisée avec une surgaine noire extensible. L'étanchéité des connecteurs par des tétines. Toute soudure est protégée par de la gaine thermorétractable. En pied de mât, tous les câbles sont lovés et gardent leur longueur initiale afin d'arriver dans le bateau directement aux appareils, minimisant le risque de panne lié aux connexions. Je viens de poser un passe-câble sur le fronton arrière du bateau, juste au-dessous du mâtereau d'antenne. Ce dernier va servir au passage des câbles. Les connexions et les protections définitives sont réalisées. Une gaine recouvre tous les câbles entre la sortie du mâtereau et le passe-câble. L'ensemble est prêt au montage définitif. Le tirage des câbles a commencé et la fixation de l'espar est réalisée par vis et collage au Sika. Voilà, l'ensemble est terminé et à poste. Chaque antenne est raccordée à son appareil et les essais sont positifs. J'espère que cette réalisation donnera des idées à certains de vous. À chacun d'adapter la chose à ses besoins. L'ADL dispose maintenant d'une antenne VHF de secours en cas de dématage. La titulaire reste en haut du mât pour une histoire de portée. Elle dispose aussi d'une antenne réception AM/FM DAB pour le poste radio du bord, d'un futur feu de poupe et d'une antenne TV numérique terrestre. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à bientôt sur l'eau ou sur la chaîne.